Bonjour à tous et bienvenue, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Pour cette série de vidéos du mois d'octobre spécial Halloween, je vais vous présenter aujourd'hui, pas une affaire, mais deux. D'abord, je vais vous parler de l'histoire dramatique de trois colocataires. C'est le soir d'Halloween 2004 et trois jeunes femmes, Lorraine, Leslie et Adriane, ont distribué toute la soirée des bonbons aux enfants qui frappaient à leur porte. Une fois la distribution terminée, les femmes sont exténuées et décident d'aller se coucher. C'est alors qu'en plein milieu de la nuit, Lorraine entend du bruit et des hurlements qui lui glacent le sang. Effrayée, elle a pour réflexe de se réfugier dans le jardin. Et après un moment d'attente, le calme est revenu, alors elle prend son courage à deux mains et décide de rentrer à la maison, voir comment vont ses deux amies. Malheureusement, elle les retrouvera sauvagement assassinées. Mais qui aurait pu faire une telle chose à ces jeunes femmes en apparence sans histoire? Et vous le verrez, le coupable est une personne en apparence au-delà de tout soupçon. Pour la deuxième histoire, nous parlerons du meurtre de Carl Jackson, froidement assassiné le soir d'Halloween d'une balle dans la tête en octobre 1998. Alors vous verrez que si certains sont tués pour de l'argent, à des montants dérisoires comme 5 $, si d'autres sont tués pour un regard mal interprété, et bien aujourd'hui, vous allez voir qu'une personne peut aussi perdre la vie pour un œuf. Si le programme du jour vous plaît et que vous voulez en savoir plus, je vous retrouve juste après le générique. L'affaire se déroule le 31 octobre 2004 à Napa, en Californie. La ville est connue pour ses immenses exploitations viticoles implantées dans la Napa Valley. Il y a des grandes étendues naturelles, le climat y est tempéré et c'est un endroit où on se sent en sécurité du fait d'un très faible taux de criminalité. Les faits se passent le soir dans une charmante petite maison au 2600 Dorset Street, où vivent trois colocs d'une vingtaine d'années, Adriane Insonia, Leslie Mazzara et Lorraine Meanza. C'est le soir d'Halloween et les jeunes femmes ont passé la soirée à distribuer des bonbons aux enfants qui ont sonné à leur porte. Vers 23h, les trois femmes sont fatiguées. Elles éteignent les lumières et chacune regagne sa chambre. Alors il faut savoir que la chambre de Lorraine est au rez-de-chaussée, donc l'équivalent du premier étage chez nos amis américains, parce que pour eux, le rez-de-chaussée correspond à l'étage numéro 1. Leslie et Adriane, quant à elles, ont leur chambre au premier étage, ou, vous l'aurez compris, deuxième étage, selon le référentiel américain. Donc elles sombrent dans un profond sommeil, la nuit est plutôt calme et paisible, mais à 2h du matin, Lorraine est soudainement réveillée par un bruit de verre qui se brise au sol et des cris qui lui glacent le sang. Son premier réflexe au départ, c'est de chercher à monter à l'étage pour voir ce qu'il se passe. Mais alors qu'elle se dirige vers les escaliers, elle entend des pas lourds à l'étage qui semblent se diriger vers les escaliers pour descendre. Elle comprend qu'il y a un intrus dans la maison et qu'il semble se diriger vers elle. Paniquée, elle se réfugie dans le jardin en passant par la porte de derrière, tout en essayant en fait d'écouter pour repérer les bruits de pas. Elle entend l'individu sortir et s'enfuir par la fenêtre de la cave. Et après avoir compris que l'individu s'est enfui, Lorraine rentre de nouveau dans la maison et se dépêche de monter à l'étage pour aller dans la chambre d'Adriane, puisqu'elle perçoit ce qui lui semble être des pleurs. Et là, elle fait une découverte effroyable. Il y a du sang partout sur le sol, tellement de sang qu'en rentrant dans la chambre, elle glisse par terre. Elle voit que Leslie est morte, face contre terre, et s'est complètement vidée de son sang.
Et Adriane, elle, est toujours vivante, mais elle est recroquevillée derrière son lit. Elle semble gravement blessée et perd énormément de sang. Choquée par ce qu'elle vient de voir, Lorraine essaie pourtant de garder le sang-froid. Elle descend en vitesse prendre le téléphone fixe de la maison pour appeler le 911, numéro des urgences, aux États-Unis. Problème, la ligne a été coupée. Heureusement, à l'époque, en 2004, pas mal de personnes ont déjà des téléphones portables et heureusement, c'est le cas de Lorraine. Donc elle prend son téléphone portable pour appeler les secours. Une fois l'appel passé, Lorraine prend la décision de se réfugier dans sa voiture en attendant l'arrivée des secours. En effet, elle est tétanisée par ce qu'il vient de se passer, elle est confuse, elle est choquée et elle a peur que l'intrus est finalement encore dans la maison. Elle pense l'avoir entendu s'enfuir par la fenêtre de la cave, mais finalement elle n'en est pas si sûre. À l'arrivée des secours et sans grande surprise, Leslie est officiellement déclarée morte et Adriane, quant à elle, est dans un état critique. Elle décédera avant même d'avoir pu être transportée à l'hôpital. Les 2 corps sont autopsiés et il s'avère que les 2 femmes ont été poignardées à plusieurs reprises. La maison du 2600 Dorset Street est devenue une scène de crime. Les enquêteurs fouillent les lieux à la recherche d'indices. À l'intérieur de la maison, ils trouvent plusieurs mégots de cigarettes. Or, les 3 jeunes femmes ne fument pas. Ils supposent donc que le tueur a fumé quelques cigarettes en attendant le moment opportun pour s'introduire dans la maison. Du sang n'appartenant pas aux victimes est prélevé sur les stores de la chambre à l'étage, ce qui laisse supposer que le tueur se serait blessé durant l'attaque. Les enquêteurs prélèvent de l'ADN et l'envoient pour analyse. Il s'avère que l'ADN trouvé sur les mégots de cigarettes est le même que celui retrouvé sur le sang étranger prélevé dans la maison. Les enquêteurs pensent que la véritable victime est Leslie, puisqu'elle semble avoir été tuée pendant qu'elle dormait et donc que c'était la principale personne visée. Pendant qu'elle se faisait poignarder, ses hurlements auraient réveillé Adriane qui se serait précipitée dans la chambre pour l'aider et le meurtrier se serait aussi attaqué à elle en retour. L'enquête prend du temps et ça inquiète vraiment les habitants qui craignent que cet intrus dont on ne connaît pas grand-chose finalement ne frappe à nouveau. Des rumeurs sans fondement se diffusent au sein de la population. Certains prétendent que les 3 jeunes femmes étaient liées au trafic de drogue et que les meurtres de 2 d'entre elles sont en fait un règlement de compte. Et d'autres prétendent que l'affaire serait liée au grand réalisateur Francis Ford Coppola, qu'il se trouve en fait posséder un domaine viticole où travaillait Leslie. Bref, ça reste que des rumeurs qui sont totalement fausses et qui ont été écartées par la police. Pour trouver les suspects, les enquêteurs vont s'intéresser à la vie et au passé des 2 victimes. Adriane est décrite par son entourage comme une femme joyeuse qui croque la vie à pleines dents. En effet, c'est une miraculée. Il faut savoir qu'à l'âge de 16 ans, elle a été victime d'un très grave accident de voiture. Sa rééducation a été longue et elle a eu des épisodes de perte de mémoire et de lésions cérébrales. C'est une battante. Elle guérira de ses blessures, puis continuera ses études à la California Polytechnic State University, où elle recevra le diplôme d'ingénieur. Elle trouvera ensuite un poste à Napa, poste qu'elle occupait toujours au moment où elle a été tuée. Adriane, c'est aussi une femme plutôt discrète. On ne lui connaît qu'une meilleure amie, Lily Prudhomme. Leslie est tout l'opposé d'Adriane. Elle est une femme extrêmement extravertie, avec un large cercle d'amis. Elle a beaucoup de succès auprès de la gente masculine. Elle est une ancienne reine de beauté, puisqu'elle a été élue Miss Williamston en Caroline du Sud.
Elle déménage à Napa et très rapidement, elle trouve ses marques et décide de s'y installer définitivement après avoir été embauchée au sein du domaine viticole Nibom Coppola. Elle était initialement perdue entre le fait de devenir avocate ou enseignante, mais finalement, elle se prendra de passion pour la viticulture. Les enquêteurs, en fouillant le passé de Leslie, lui trouvent beaucoup d'ex-compagnons et alors ils se demandent s'il n'y en aurait pas un d'entre eux qu'elle aurait peut-être quitté en de mauvais termes et qui pourrait avoir voulu se venger en la tuant. Ou peut-être aussi est-ce le fait d'un stalker. De longues recherches sont faites, des prélèvements ADN aussi, et c'est près de 1500 interrogatoires qui sont faits pour chercher d'éventuels suspects, mais ce n'est pas concluant et cette piste est abandonnée. Le temps passe, l'enquête piétine et les proches des victimes restent malheureusement sans réponse. Lily Prudhomme, la meilleure amie d'Adriane, elle a vraiment beaucoup de mal à faire son deuil. Adriane est morte si jeune, elle se dit que la vie est trop courte pour attendre. Elle décide alors d'avancer la date de son mariage avec son fiancé Eric Koppel, mariage qui était prévu initialement dans 1 an. Cette cérémonie de mariage est très émouvante et il y a un très bel hommage qui est fait à Adriane en présence d'Arlène, la mère de cette dernière. Presque 1 an après les horribles meurtres, en septembre 2005, sans piste crédible, la police décide de rendre publiques certaines preuves retrouvées sur les lieux du crime. Notamment la marque des mégots de cigarettes. Donc la marque c'est Camel Turkish Gold, qui est une marque qui n'est pas courante dans la région, car commercialisée depuis peu de temps. Il faut savoir que la divulgation de cette information a mis énormément de pression au tueur. Une pression si intense qu'il a fini par envoyer des lettres de suicide à ses parents et qu'il a avoué le crime à sa femme. Face à ses aveux, ses proches le poussent à se livrer à la police. Mais qui est cet homme? Eh bien, ce n'est autre qu'Eric Koppel, le mari de Lily, la meilleure amie d'Adriane. Oui, ce même Eric qui, avec sa femme, a invité la maman d'Adriane à leur mariage et a rendu un hommage très émouvant à la victime. Cet aveu choque vraiment tout le monde. Personne ne s'y attendait. Eric, c'est un homme décrit par son entourage comme quelqu'un de posé, de calme, de timide et qui n'a jamais eu en fait de démêlé avec la justice. Son ADN est prélevé et match parfaitement avec l'ADN retrouvé sur les mégots de cigarettes et aussi sur le sang de la scène de crime. Eric est inculpé pour le double meurtre d'Adriane Insonia et Leslie Mazara. C'est alors qu'une dernière question se pose. Pourquoi? Quel est le mobile de ce crime? Alors il faut savoir que le mobile réside dans la relation entre Lily et Eric. Eric reprochait à Lily de fréquenter trop souvent Adriane et de ne pas se soucier de lui. Et la nuit du meurtre, il serait rentré chez lui ivre-mort. Cela aurait mis Lily très en colère, elle a refusé de passer la nuit chez Eric et est partie. Il voyait à ce moment-là que sa relation avec Lily se dégradait et il prenait Adriane pour responsable. Voilà pourquoi, plein de haine, il a décidé de la tuer. Leslie n'aurait été qu'un dommage collatéral. Eric savait où vivait Adriane, mais il ignorait qu'elle avait des colocataires. Afin d'éviter un procès médiatique et de raviver la douleur des familles des victimes, le procureur décide de ne pas faire de procès et propose à Eric un accord. Il plaide coupable pour les 2 meurtres au 1er degré et du coup le procureur lui évitera la peine de mort. Accord qu'Eric accepte. Il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et le jour de sa condamnation, il déclarera « Je suis un homme brisé par une conscience pénétrante de mon propre potentiel de cruauté.
Bien que je ne puisse pas comprendre toute l'étendue de l'angoisse que j'ai causée, je reconnais que mes actes pécheurs ont infligé une agonie terrible à un certain nombre de personnes. Les mots me manquent pour articuler la profondeur de mon chagrin. Après ce discours, Lily s'exprimera aussi au tribunal et ses propos seront jugés plus que choquants par les familles des victimes, puisqu'elle défendra en fait Eric et elle dira « Eric, il n'y a rien que tu puisses faire pour que je t'aime moins. » Ces mots sont tout aussi vrais aujourd'hui qu'ils ne l'étaient cet après-midi-là. À ces mots, en fait, certains se posent la question. Ils se demandent si Lily, finalement, elle n'était pas au courant de ce qu'avait fait son mari avant qu'il n'avoue les faits et qu'elle aurait, par amour, décidé de ne rien dire malgré ses soupçons. Mais ça, malheureusement, on n'a pas de preuves et on ne le saura jamais. Voilà, c'est bon pour la première histoire. Et je vous propose d'attaquer tout de suite avec la deuxième histoire spéciale Halloween. Alors, elle sera plus courte que cette première histoire, un peu moins détaillée, mais elle a le mérite de faire quand même beaucoup réfléchir. Cette affaire se déroule dans le Bronx, un arrondissement de New York, situé au nord de la ville. Donc la population y est d'environ 1,5 million d'habitants, et c'est une population qui est multiculturelle, avec la présence de populations diverses, avec des origines vraiment différentes, hispaniques, afro-américaines, blanches, asiatiques, etc. Donc on est le soir d'Halloween, et en fait en plus de la tradition de la fameuse tournée du quartier dans le but d'amasser un maximum de bonbons et autres friandises, il y a en fait une autre tradition qui est respectée, c'est le egging, qui vient du mot anglais egg, qui signifie œuf en français. Là, je pense que vous avez tout de suite compris de quoi il s'agit. Donc le egging désigne en fait l'action de jeter des œufs crus ou pourris sur des personnes ou des biens. Et les enfants ont l'habitude de s'adonner à cette activité le soir d'Halloween. Et c'est un phénomène qui est tellement étendu dans certains endroits aux États-Unis qu'on a même certains commerçants qui, à l'approche de la période d'Halloween, refusent carrément de vendre des œufs aux mineurs. Donc voilà. Petit aparté, alors si vous êtes de ceux qui pensent que lancer des œufs crus pour faire une blague est un acte très anodin, je vais vous citer des cas qui vont peut-être vous faire changer d'avis sur la question. Par exemple, un soir d'Halloween, en 2005, il y a 4 lycéens en voiture qui s'amusaient à jeter des œufs par leurs vitres de la voiture en visant les passants. Et malheureusement, un jeune garçon a reçu un œuf au niveau d'un œil et il a perdu la vue de cet œil-là. Autre exemple qui s'est passé en 2008 à Dublin, en Irlande, une mère de famille de 3 enfants, infirmière de profession, était sortie faire un tour avec des amis. Une voiture est passée à sa hauteur et l'un des passagers, un adolescent de 17 ans, lui a lancé un œuf au visage. À la suite de ça, elle a eu des problèmes à son œil et 2 ans plus tard, son œil a dû être enlevé. Enfin, il faut savoir aussi que le blanc d'œuf a la propriété malheureusement d'altérer la peinture de certains véhicules et certains matériaux de construction et que c'est très difficile à enlever une fois séché. Donc, si vous êtes tenté de vous adonner à cette pratique de lancer des œufs, réfléchissez quand même à 2 fois avant de le faire. Voilà, bref, suite à cette parenthèse sur le egging, je vous propose de poursuivre notre histoire. Donc, en ce soir d'Halloween 1998, Carl Jackson, un jeune père de famille, ramène en voiture sa femme Darlene et son fils Clyde, âgé de 9 ans, à la maison. Les 3 rentrent d'une fête d'Halloween pour enfants. Il est tard, environ 23h15, lorsqu'un groupe d'adolescents lance un œuf sur la voiture de Carl. Bon,
Carl s'énerve, ce qui peut se comprendre, sort de la voiture, réprimande les adolescents, il remonte dans sa voiture et il s'en va. Mais, après cette brève dispute, on va dire, celui qui a lancé l'œuf, un jeune de 17 ans, monte dans une voiture et se met à la poursuite de Carl. Il le rattrape et vous allez halluciner, il lui tire plusieurs balles dans la tête. Les secours le prennent en charge, mais il est malheureusement déclaré mort à son arrivée à l'hôpital Jacobi Medical Center. Carl était jeune, il n'avait que 21 ans, il travaillait en tant que programmeur informatique chez Morgan Stanley, c'est une banque américaine, et sa vie a été brusquement interrompue d'une façon vraiment atroce, et en plus sous les yeux de sa femme et de son fils. Le plus triste dans tout ça, c'est que le père de Carl, qui de façon originale s'appelle aussi Carl Jackson Senior cette fois, a déclaré que Carl n'avait jamais l'habitude justement de sortir à Halloween. Il a toujours dit que c'était trop dangereux, même en tant qu'adolescent, mais que cette année, il est sorti pour faire plaisir à son enfant. Donc c'est vraiment, vraiment triste. Il fait une exception et c'est le jour où il se passe un drame. Alors il faut savoir que depuis ces dernières années, fêter le soir d'Halloween dans certains quartiers de New York, ça peut effectivement s'avérer être extrêmement dangereux. C'est même devenu un schéma un peu répétitif dans certains endroits, notamment à Brooklyn ou au Bronx, où les policiers décrivent des batailles géantes de lancers d'œufs qui finissent toutes par dégénérer en fusillade avec malheureusement forcément des victimes collatérales. Le garçon de 17 ans qui a tué Carl Jackson s'appelle Curtis Sterling. Il a été condamné à 20 ans de prison pour son crime. Et chaque année, la mère de Carl, qui, comme toute maman, ne se remet pas du meurtre de son fils, envoie à Curtis une carte d'Halloween, lui disant ô combien elle est heureuse qu'il soit toujours derrière les barreaux. Et voilà, c'est fini pour la vidéo du jour. Si vous avez apprécié écouter cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour me donner un petit coup de pouce et m'aider à faire grandir la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 17h, pour la dernière affaire criminelle spéciale Halloween.